Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré en après-midi, donc je suis en forme. Il n'est pas 22h30 quand nous enregistrons cette émission, mais il est bien 16h45 et je viens de boire mon 8e café de la journée et je suis bien entouré avec Manuelas et Julien Rombaud. Julien Rombaud, bonjour, comment vas-tu en ce bel après-midi ensoleillé de avril 2025 ? Bonjour, ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Manuel. Salut les gars. Nous allons parler aujourd'hui donc de ce cinéaste iranien Mohammad Rassoulov, dont le dernier film sort cette semaine enfin dans les salles belges, un film qui s'appelle Les graines du figuier sauvage. Les graines du figuier sauvage. J'ai pris l'initiative d'inscrire ce film au programme puisque j'avais bien apprécié son film de 2017 qui s'appelait Un homme intègre. Depuis 2017 et Un homme intègre, donc il avait également signé en 2020 Le diable n'existe pas, un film qui a reçu l'Ours d'Or au Festival de Berlin cette même année. On a rattrapé ces deux films, Un homme intègre et Le diable n'existe pas, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc on va parler un petit peu non seulement des graines du figuier sauvage, mais également des deux derniers films de Mohammad Rassoulov et voir un peu ce que vous en avez pensé, messieurs Haas et monsieur Rombaud. Mais j'ai quand même préparé un petit quiz, donc on va tout de suite mettre le petit jingle. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains ? J'ai donc préparé un quiz au débeauté, donc il est très facile. Je suis désolé, chères auditrices, chers auditeurs, vous trouverez les réponses facilement à la maison, puisque c'est un quiz spécial, titre compliqué. Alors, première question. Le premier qui dit, je sais pas, qu'est-ce qu'on va dire, graine du figuier sauvage, aura la main. Alors, en 2012, quel film de Ben Zetlin voit célébrer la plus jeune nominée aux Oscars en la personne de Quenzane Wallis ? Il est très facile ce quiz. C'était un film de 2012, américain, qui se passait dans le bayou. Les graines du figuier sauvage, les bêtes. Les quoi ? Les quoi ? C'était les bêtes du sud sauvage. Les bêtes du sud sauvage. Bonne réponse. C'est parce qu'il y a Manuel sauvage Haas. que tu as pensé à ça. En 2017, quel film de Yorgos Lanthimos met en scène Colin Farrell en chirurgien ? Graines du figuier sauvage, les graines du figuier sauvage, mise à mort du cerf sacré. Que je n'oublierai jamais, peut-être pas pour les bonnes raisons. Bon, ça fait un partout. Alors, dernière question. En 1982, quel film de Woody Allen référence dans son titre une pièce de William Shakespeare ? Personne, ok, c'est pas grave. C'était donc comédie érotique d'une nuit d'été, le Woody Allen, millésime 82. Et voilà, même si nous sommes inclusifs, on fait encore des références à Woody Allen. Nous sommes inclusifs, mais nous n'effaçons pas l'histoire. Contrairement à certains dictateurs de ce temps, comme par exemple des dictateurs iraniens. Retour sur le sujet du jour. Alors, Mohammad Rassoulov, il est né en 1972. Il étudie d'abord la sociologie et puis le montage. Donc il a un diplôme de sociologie à l'instar de Bong Joon-ho, si vous avez bien écouté notre émission précédente.
Il est remarqué sur la scène internationale dès son deuxième long qui s'appelle La Vie sur l'eau en 2005 et en 2017 son 7e film, donc son 7e long quand même, Un homme intègre, obtient le prix Un certain regard à Cannes, entre autres distinctions, et c'est là que je l'ai découvert personnellement. Eu égard au régime théocratique, n'est-ce pas, en Iran, il a plusieurs fois été condamné pour propagande contre le régime. Et quand il recevra l'Ours d'Or à Berlin pour Le Diable n'existe pas en 2020, il est alors assigné à résidence. Enfin, en tout cas, il ne peut pas quitter le pays et il ne pourra donc pas aller chercher son prix. Ce film à sketch, donc Le Diable n'existe pas, est en effet un plaidoyer contre la peine de mort, montrant ses ravages sur la société iranienne et prônant une forme de désobéissance civile. On va en parler un petit peu de ce film aussi dans le cadre de cette émission. En 2024, le réalisateur est condamné à 8 ans de prison, dont 5 applicables, pour collusion contre la sécurité nationale. Les membres de l'équipe de son nouveau film, Les graines du figuier sauvage, sont interrogés et subissent des pressions pour ne pas diffuser le film. Pourtant, le 12 mai 2024, Mohammad Rasulov quitte clandestinement l'Iran pour se rendre sur la Croisette, où son film obtiendra un prix spécial. Donc, on peut signaler que Un homme intègre, Le Diable n'existe pas, Les graines du figuier sauvage sont tous écrits et réalisés par Mohammad Rasulov. Ce dernier film est une production franco-allemande. Et l'histoire, c'est quoi ? Donc, c'est l'histoire de Iman, qui est un père de famille. Et il devient juge d'instruction du tribunal révolutionnaire au début du film. D'ailleurs, on lui donne un revolver, ce qui sera un accessoire clé tout au long de l'histoire. Lui et sa femme Najmeh sont parents de 2 jeunes filles, Rezvan, l'aînée, qui va à l'université, et Sana, qui est en fin de secondaire, comme nous dirions en Belgique. Le film se déroule en parallèle des manifestations et des violences policières qui ont fait suite à l'arrestation et la mort de Mahsa Amini. La révolte gronde au sein de la famille d'Iman, tandis que lui fait face à une machine bureaucratique qui le grignote peu à peu de l'intérieur. نصرت قبول باشه خیلی بهت افتخار میکنم خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه گفتم شرایط زندگی ما عوض شده باید خیلی مراقب باشیم اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی برای چی؟ حفاظت از خودمون الان از تو چیزی خواستن؟ ناحقه تو نت در اومده مشخصات باباس آدرس خونه رو گذاشتم Messieurs, comment êtes-vous entrés dans cette salle alors que je vous avais forcé à aller voir ce pince-homme iranien de 2h45 ? Eh ben, donc pour ma part, je n'ai pas vu Un homme intègre, j'ai simplement vu Le Diable n'existe pas. Et donc j'y suis entré avec une certaine méfiance. Une certaine méfiance et en même temps un peu d'intérêt parce que c'est un... En tout cas, dans Le Diable n'existe pas, comme dans Les graines du figuier sauvage, mais on y reviendra, il y a pas mal de choses qui m'intéressent au niveau des thèmes, au niveau de ce qui est traité, au niveau de ce que le cinéaste raconte, au niveau de ce qu'il essaie de... Oui, on va dire son message, pour le dire bêtement. Mais par contre, je trouve qu'il y a souvent un rythme très lent, qui me fatigue un petit peu. Et en fait, quand je dis qu'il y a des choses qui m'intéressent, c'est que dans chaque... bon, je sais pas si sketch, c'est le mot, parce que bon, on n'est pas chez les inconnus, mais c'est vrai, c'est un film à sketch, mais dans chaque épisode, enfin, c'est 4 courts-métrages, disons, ou bien 4 histoires. Le Diable n'existe pas. Hein, dans Le Diable n'existe pas, il y a 4 histoires. Et à chaque fois, il y a 2 ou 3 minutes qui me cueillent et qui sont très belles, je trouve. Forcément, la dernière image, par exemple, qui est très saisissante de la première histoire. Mais le prix à payer, ou en tout cas, avant ça, c'est très long. Voilà, je m'ennuie beaucoup, souvent. Et puis, 2-3 minutes viennent un petit peu comme des fulgurances réveiller le Julien endormi dans son fauteuil. Et je trouve qu'il y a des belles choses, mais
Ouais, je trouve que ça ronronne un petit peu souvent. Manuel As. J'étais plutôt curieux, d'autant plus après la vision d'un homme intègre qui m'a plutôt séduit, qui m'a fait penser par certains aspects au film qu'on avait déjà chroniqué de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, même si au final le film s'en détache assez. Mais il y a quand même une mécanique de genre dans un homme intègre que je ne retrouve pas forcément autant dans les deux suivants, qui me séduit plus dans sa forme dans sa narration. La manière aussi dont Rassoulov essaye de contourner les règles de la censure du régime iranien, comment les relations entre les personnages sont évoquées, donc parfois de manière un peu désuète, puisque ça va rappeler à un moment la manière dont le cinéma français comme américain dans les années 30-40 suggérait des relations au sein d'un couple. Là, c'est assez explicite, je crois, dans Un homme intègre. Le premier, qui est peut-être le moins réussi, le plus désuet, c'est ce pan de casserole qui est en train de fumer sur la cuisine. Après, je trouve avec le lait qui s'échappe de la casserole. C'est ça. Mais je trouve que là, par la suite, il va faire preuve de beaucoup plus d'inventivité dans la manière de montrer cette relation de couple, de manière moins littérale, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui me plaisait d'une certaine manière, cette manière de travailler le sous-texte de son film par justement la symbolique et de comment arriver à avancer masqué au sein de son cinéma. Avec ces deux films suivants, le discours politique devient beaucoup plus frontal, plus en avant, ce qui est tout à fait logique vu la manière dont sont produits ces films. C'est carrément presque des films de guérilla, qui sont des films tournés en partie cachés, sous des faux scénarios, avec des difficultés pour approcher même les comédiens, en se posant des questions si justement on ne va pas être dénoncé au dernier moment dans le processus de préparation du film. Donc là, je conteste pas du tout cette volonté politique, mais ça traduit chez moi d'une certaine façon une mise à distance, parce que le film devient beaucoup plus facilement un film à thèse qu'un pur film fictionnel qui, à la manière d'un contrebandier, va mener son discours. Là, je trouve que c'est un peu trop affiché. Ça allait de manière, à mon sens, un peu caricaturale dans Les graines du figuier sauvage, où le dernier acte du film me pose beaucoup de problèmes, puisqu'on a le père de famille, qui est un personnage à la fois central, mais assez en retrait des deux premières parties du film, des deux premiers actes, mais qui est quand même travaillé avec une certaine psychologie dans les relations à sa femme, avec ses enfants, ses contradictions qu'il a vis-à-vis de son métier, de la période dans laquelle il doit l'exercer. Et la dernière partie, on se retrouve avec un personnage littéralement de boogeyman, qui vrille totalement, qui n'est qu'une incarnation de la thèse de Rassoulov sur ce processus de déshumanisation du régime iranien. Et là, je me perds, les personnages réagissent comme dans des slashers. J'en parlais en off avec Olivier. C'est le dernier acte du film où les trois femmes s'évadent de la maison dans laquelle elles sont prisonnières pour se séparer, comme dans n'importe quel slasher, on va se séparer, comme ça on sera forcément plus vulnérable. Il y a des logiques, tout d'un coup, à un moment, j'avais vraiment beaucoup de mal à adhérer au film, parce que tout d'un coup, je ne croyais plus en les personnages, ce que les deux premiers tiers du film avaient pourtant réussi à faire. Non, c'est un gros point aussi que j'ai soulevé moi-même, je n'achète pas non plus le dernier acte du film. Effectivement, je trouve qu'il y a un manque de crédibilité dans les agissements du père. Je trouve que effectivement, s'il devient aussi, on parle déjà de la fin, mais s'il devient aussi monstrueux, j'ai effectivement pas les petits rouages qui vont m'y amener suffisamment psychologiquement ou dans sa relation à la famille qui font que tout à coup il vrille. Puis effectivement, les filles qui s'en vont un petit peu n'importe comment, lui il sait exactement où elles sont, ou en tout cas il sait où elles vont aller. Enfin, il y a des choses comme ça qui me paraissaient aussi peu crédibles, alors que son cinéma, me semble-t-il, est basé sur un naturalisme et quelque chose de très réaliste au niveau de ce qu'il évoque. Donc tout à coup, j'ai aussi eu cette gêne de me dire, tiens, pourquoi devient-il aussi monstrueux ou aussi déshumanisé
dès lors qu'il quitte la maison, quoi. Bah moi justement pas du tout. Non, moi j'ai pensé absolument tout à fait le contraire de vous. Pour remettre un petit peu mon rapport avec Mohamed Rasoulof, j'avais vraiment bien aimé Un homme intègre, que j'ai revu aussi avec pas mal de plaisir. Même si j'ai trouvé la mécanique quand même un peu plus grossière cette fois-ci, enfin en le revoyant, mais bon, soit. Par contre, Le diable n'existe pas. Je trouve que le film est très empesé dans son côté film à thèse et qu'il est très démonstratif, parfois surdialogué. Pour Les graines du figuier sauvage, j'avoue que j'ai vraiment été surpris en bien, en fait, parce que je m'attendais vraiment à une espèce de drame en chambre dans cet appartement. Je pensais qu'on allait y rester 2h45 et que ça allait monter petit à petit la tension entre ce fonctionnaire et cette famille, mais je pensais qu'on allait être dans un truc beaucoup plus un cinéma beaucoup plus dialogué et beaucoup plus fin. Là, le film est dans une certaine forme d'évidence. En fait, dans le dernier virage du film ici, j'ai vraiment été cueilli, moi, par ce virage dans un truc qui est beaucoup plus du registre du thriller ou du film d'horreur presque. On a même eu droit à une course-poursuite en bagnole que j'ai trouvé plutôt pas mal, en fait. Pour moi, Rasoulof, c'est vraiment un mec qui se pose, qui n'est justement pas un scénariste à la Farhadi, par exemple. C'est plutôt un mec qui se pose des vraies questions de cinéma. Je trouve que, par exemple, tout ce qui est joué autour de l'accessoire revolver, la manière dont c'est mis dans le cadre, la manière dont c'est utilisé, réutilisé à plusieurs endroits, à plusieurs fins. J'aime vraiment bien cette accroche-là dans le récit. J'aime bien le pivot quand il perd son revolver et que la paranoïa va le gagner, qu'il y a tout ce long plan séquence à l'intérieur de l'appartement qui tourne autour de lui, qui va un peu dans toutes les pièces, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai langage cinématographique dans le film, beaucoup plus que dans les dialogues, en fait. Et ça m'a accueilli, en fait. Et je trouvais que justement l'évolution dans ce dernier tiers du film était assez logique et assez prenante, quoi. Et en plus, même si ça avait été un drame en chambre bien écrit, avec cette situation de les deux filles qui ont vu leur copine se faire enfermer, injustement, etc. Et leur révolte à elle qui grandit face à l'abnégation du père qui est dans ce truc bureaucratique qui le bouffe petit à petit de l'intérieur. Rien que ça, je trouvais que c'était une situation qui était quand même déjà assez forte à la base. Donc même si ça avait été un drame en chambre, j'aurais déjà été séduit, mais là j'avoue que j'ai vraiment été cueilli par le développement du film, quoi. Et t'as aucun problème avec la manière dont justement le personnage principal masculin vrille dans le dernier tiers du film. Je trouve qu'il y a quand même pour moi un vrai souci de travail dans la bascule du personnage, la manière dont il est grignoté par la bureaucratie, ou alors carrément pour moi c'est même pas ça, c'est qu'il en devient tellement caricatural que d'un coup c'est l'incarnation du système et du régime, et c'est plus du tout le personnage, j'ai envie de dire, avec une certaine part de tragique qui est bouffé par le système et qui serait, je pense, d'autant plus beau et d'autant plus fort et percutant parce que justement ça serait en sous-texte ce qui est développé autour de lui. Là, pour moi, ça devient un trac, ce personnage, et il perd tout l'aspect tridimensionnel qu'il a dans le récit. Ça devient un archétype, mais qui n'a plus de soubassement. Et donc, l'archétype sans soubassement, c'est un cliché. Et pour moi, à la fin, j'ai vraiment une logique de cliché dans le comportement qu'il a, tout transpirant, tout hystérique devant sa caméra pour les faire parler. Je trouve ça d'un ridicule achevé. Mais parce que je n'épargnerai pas ça sur n'importe quel film. C'est pas parce que justement il a d'une certaine manière au moins l'argument de faire un cinéma qui lui est vital et qui est au sein de la société iranienne, et donc d'une certaine manière tu pourrais lui accorder cet aspect frontal parce que c'est pas de la pose. Mais pour moi c'est juste que c'est pas là où se situe le problème, c'est que je ne crois plus en les personnages, et quand je te disais, quand d'un coup les personnages doivent se sauver de lui, on part dans un décor qui est une sorte d'abstraction, le comportement des personnages est incohérent de se séparer alors qu'un possède justement l'arme qui était tout un truc qui a été travaillé pendant tout le reste du film, et là d'un coup c'est plus une question, donc les personnages se séparent et c'est de manière aléatoire quand à la fin vont se retrouver, aussi de manière aléatoire comment le personnage est aspiré à la toute fin du film.
Donc voilà, moi, c'est pas du tout satisfaisant. Moi, j'ai du mal à comprendre que toutes les qualités que tu as dressées du film, je les vois autant que toi. C'est justement, moi, vraiment le souci, tout d'un coup, un film qui, dans son dernier tiers, me lâche complètement. C'est vrai qu'à la fin du film, ça devient extrêmement démonstratif parce que ce père devient en effet une incarnation du régime, et on est vraiment sur un truc métaphorique vraiment, on l'a déjà dit et on va le redire, frontal. Et c'est vraiment clair que tu as un système qui est en train de se battre avec, avec sa jeunesse ou avec la rébellion au sein de son sang, en fait. Et c'est vrai que c'est hyper évident, mais moi, j'ai toujours un faible pour les films qui sont vraiment extrêmement évidents comme ça, j'avoue. Après, c'est pas une abstraction. Il faut savoir aussi maîtriser la rupture de ton. Je veux dire, tu peux te permettre à des moments des bascules. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui te l'amène, et les personnages ne sont pas travaillés et viennent en contradiction, même à un moment du travail scénaristique qui a été fait sur les personnages auparavant. Non, je trouve pas, il n'y a pas trop de contradiction. Au début, on le voit quand même, le père, comme en opposition au régime, ou en tout cas comme... très emmerdé, très embêté par le fait de devoir signer ses papiers, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une bascule qui n'est pas faite parce qu'on nous le montre comme très en problème vis-à-vis de éthiquement et vis-à-vis de son boulot, et en même temps, tout à coup, effectivement, il passe de l'autre côté sans qu'on en ait eu les... Après, franchement, le film a plein de soucis et je suis prêt à parler des soucis. Hein. Mais là, pour moi, il y a quand même... C'est vrai que ce revirement du père, il est un peu abrupt, c'est vrai. Mais dire qu'il n'est pas du tout travaillé, c'est pas vrai. Parce qu'il a quand même tout ce truc où il dit « Ouais, mais maintenant, là, je fais 200, 300 dossiers par jour. » Et donc, en gros, il n'a pas le temps de lire les dossiers. Il fait des condamnations comme ça parce qu'on lui dit de les faire, quoi. Donc, c'est devenu une espèce d'instrument, de pion du régime. Et il est quand même... Il y a toute l'histoire de la foi aussi. Hein. Le film commence quand même sur un mec qui retourne dans son village natal et dans la mosquée dans laquelle on imagine qu'il a prié quand il a grandi. Et tout ce qui est on parle du régime théocratique, on parle beaucoup de l'aversion de l'islam qui est pratiquée par le régime, qui est prônée par le régime. Donc en fait, ce mec est quand même en proie même avec sa foi religieuse. Et il est quand même travaillé par ça, quoi. Et donc, pour lui, tourner le dos au régime et à ce qui l'a constitué, c'est même tourner le dos à sa propre foi, quoi. Donc, je pense... C'est vrai que c'est un peu caricatural. C'est un peu cartoonesque, la fin. Dans le labyrinthe, le côté il faut qu'on se sépare. C'est vrai que j'ai pensé au slasher. C'est vrai que c'est un peu cartoon quand il y a les plans où t'en as un qui passe dans une porte et puis l'autre derrière. C'est vrai et que puis c'est un la peu dernière cartoon. image aussi, tu vois. Bon, mais moi j'achète. Moi, le dernier plan, je me suis aussi, enfin, j'ai souri d'une drôle de manière, je crois, en me disant, cette main qui dépasse de la terre. Effectivement, on est dans un genre qui n'est pas celui que je suis pendant 2h30, quoi. Mais... Et en plus, je trouve qu'à contrario, quand tu vois le parcours aussi qu'a la mère, elle est vraiment travaillée tout du long, parce qu'elle aussi est dans ce rapport au régime, dans ce rapport d'une certaine façon, j'ai envie de dire. Alors peut-être qu'elle, il y a une forme peut-être d'arrivisme social qui est plus marqué chez elle que son rapport à la foi. Mais son parcours de bascule est beaucoup plus travaillé. Elle ne devient pas un pion caricatural à la fin. Elle rejoint ses filles, mais je trouve que c'est pour le coup bien écrit à ce moment-là. Là où chez le père, c'est pour moi, il y a un vrai souci, quoi. Mais je trouve que le personnage de la mère est aussi quelque part écrit très grossièrement, parce que au début, le côté arriviste social, comme tu dis, est quand même bien souligné. Elle a un côté assez... repoussoir. Et c'est vrai qu'il y a un changement à la fin, mais qui s'opère aussi en un claquement de doigts, parce que c'est vraiment juste une fois que le père les enferme toutes les trois en disant bon, maintenant vous vous débrouillez, mais vous avouez qu'elle change. Et ensuite, moi j'ai du mal, mais je pense que c'est lié à l'interprétation, parce que je trouve l'interprète pas très juste, un peu suppliante comme ça. Et j'ai du mal à être en empathie avec elle-même à la fin du film. Parce que t'es sans cœur. Mais non, mais je suis pas d'accord quand tu dis que c'est qu'elle a toute fin, qu'elle a un revirement. Elle a déjà un revirement lors de la première procédure où elle amène ses filles
chez je ne sais son beau-frère. Chez le beau-frère. Déjà, quand elle comprend, Voilà, j'ai beaucoup à dire par contre. quand elle comprend qu'elle-même va subir le même sort, qu'elle est dans le même panier que ses filles, déjà, elle opère déjà une bascule. Et cette bascule, elle l'a déjà opérée parce que malgré tout, malgré toutes les injonctions qu'elle a données à ses filles, elle est quand même confrontée réellement à cette réalité de la rue. Elle va quand même, au final, même si elle va lui dire après de dégager, soigner cette jeune fille qui est borgnée. Donc c'est quand même un personnage qui est au contact, qui t'est montré au contact. Lui est au contact, mais ça n'est jamais montré en fait. Tu sais qu'il est en contact, mais ça reste une abstraction. Et tout d'un coup, quand on veut te suggérer à la toute fin du film, en fait, ce qu'a été ce hors-champ chez lui, ça ne fonctionne pas tout d'un coup pour moi. J'essaie de rassembler mes esprits. non, c'est vrai. Je vais essayer de résumer ce qui me plaît parce que finalement, il y a quand même des choses qui me plaisent et j'ai pris beaucoup de notes qui étaient négatives. Mais en fait, ce qui me plaît dans les deux films là, c'est que je trouve quand même que c'est un cinéaste qui sait effectivement par un plan, une image, un geste d'un comédien ou un regard qui sont assez importants dans Le Diable n'existe pas, faire naître quelque chose de fort, une tension. Je pense aussi notamment dans le troisième court-métrage, je vais dire, le gars quand il va dans la rivière avec ses pieds, etc. Enfin, tu vois, les pieds qui bougent dans la rivière quand il comprend que c'est lui qui a tué la personne dont on parle. Bon, là, c'est pas clair pour tout le monde, mais en tout cas, où tu parlais, comme Manu disait, la chevrotine dans la joue de la jeune fille, de la copine, je trouve qu'il y a le plomb, enfin la chevrotine qui tombe dans l'évier, je trouve que c'est des images fortes. C'est ça, les graines du figuier sauvage. Ce sont les graines, qui sait. Et de la même façon, alors c'est pas des images qu'il a filmées lui-même, mais les vidéos qui sont dans les graines du figuier sauvage, qui viennent des vidéos des réseaux sociaux de la rue, je trouve qu'elles apportent vraiment quelque chose au film, où justement la tension tout à coup se fait beaucoup plus concrète que dans le drame d'appartement dont tu parles. Je trouve que ça vient mettre tout de suite un danger imminent, clair et immédiat qui est dehors. C'est concret, c'est sortir à une manifestation, c'est peut-être être emprisonné, voire même mourir. Donc ça, je trouve que hors ces derniers actes dont on parle, le dernier tiers, je trouve que la finesse d'écriture, elle est assez belle. Après, moi, ce qui m'emmerde profondément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce côté naturaliste. On disait qu'il était sociologue. Et je trouve qu'on le voit, je trouve qu'il est assez fin dans l'étude de caractère qu'il propose. Mais par contre, il y a des... Moi, par exemple, je ne sais pas si c'est le rythme du naturalisme ou pas qui fait ça, mais tout ce qui a trait au vol de l'arme. Donc, à partir du moment où le père dit « j'ai perdu mon arme », je trouve ça très long. Je trouve que ça fait aller-retour, etc., et qu'on a beaucoup de choses qui pourraient être ramassées. Tu parlais du plan séquence, je le trouve très bien. Et après ça, j'ai l'impression que ça s'étend avec vraiment qui a fait quoi. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Non, c'est moi. Non, c'est elle. Non, c'est lui. Non, c'est... Et qu'au final, si c'était ramassé en 10 minutes plutôt qu'en 30, ça y gagnerait vachement. De la même façon, dans Le Diable n'existe pas, il y a parfois des trajets de voiture qui sont interminable, mais vraiment, enfin, mais même juste une voiture qui sort d'une villa pour aller à un autre, on le filme pendant 1 minute 30. Et moi, je peine à comprendre pourquoi. Et j'ai l'impression que si c'était ramassé, ça pourrait être vraiment plus. Parce qu'au final, les enjeux qui sont... On parlait de l'interrogatoire des femmes quand elles vont chez le copain du père, ok, qui leur dit... Va chez lui, Son beau-frère, je crois. Le beau-frère, il va vous interroger et là... Dans les graines du figuier sauvage. Dans les graines du figuier sauvage, il y a ce moment d'interrogatoire chez le beau-frère où on dit « Ok, là, on va savoir qui a volé l'arme. » Parce que c'est pas qu'il est mentaliste, mais il va savoir par le langage non verbal, etc., il saura qui a fait ça. Il a un super pouvoir. Je trouve que cette scène, au final, elle apporte pas grand-chose. Et je la relis avec l'interrogatoire du père plus tard dans le film. Je trouve que ce sont deux scènes qui... Les enjeux sont un peu dilués, c'est pas très clair, je comprends pas très bien ce qu'on y veut, alors que à partir du moment où l'arme est perdue, on sait qu'il y a ce suspense existe. Et donc je trouve qu'on traîne beaucoup à aller to the point, en fait, qu'on traîne à être efficace dans la mise en scène, avec des enjeux qui parfois se perdent. Et je crois que je vais m'arrêter là. Mais je trouve ça d'autant plus dommage, là je suis en porte-à-faux avec Manu, mais que quand justement il essaye de traiter le suspense, comme tu disais avec les voitures, etc. Je trouve que là, le film, on se remet dedans, on est avec, on a envie de savoir ce qui va se passer. Mais après, il y a toujours des séquences qui me semblent longues et pas inutiles, mais ouais, diluées, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que
dans cette première partie, il y a bien 20-25 minutes. Enfin, dans tout ce qui va jusqu'à ce qui part de Téhéran, pour moi, il y a bien une vingtaine de minutes qui auraient pu sauter. Je pense, c'est vrai que ça aurait pu être resserré. Il aurait pu gagner en efficacité, je pense. Et je pense effectivement dans toute cette histoire de la quête du pistolet, il y a une problématique qui est qu'en fait, tu as une montée en tension du suspense autour de qui a volé l'arme, comment cette arme a disparu, mais elle ne fait que monter puis redescendre, se remettre à plat, parce qu'on va en discuter avec le collègue au travail, et on repart sur un cycle avec le beau-frère, et on repart sur un cycle, et donc d'une certaine façon, le film fait du surplace un petit peu dans cette mise en place d'un suspense qui fait qu'en fait, quand on découvre qui a volé l'arme, c'est un anti-événement. C'est un anti-événement, mais parce qu'en fait, il n'a cessé de faire des reboots de son suspense. Mais est-ce que c'est pas central au récit en fait à ce moment? En fait, ce qu'il y a, c'est que ça reste un événement qui est un peu extérieur, alors que, je sais pas, il y a un déséquilibre sur le traitement de ça. Je suis d'accord. Ouais, c'est pas central, mais ça dure longtemps, vraiment. Et c'est l'élément déclencheur quand même Oui. de toute la manière dont cette famille implose. Hein. Ouais, enfin, t'as aussi ce fameux gros plan sur le visage de la copine. Qui est opéré par la mère. Quoi. Après, moi, j'étais surpris, peut-être je suis naïf, mais en découvrant qui avait volé l'arme, j'étais surpris, par exemple. Enfin, anti-événement, oui, parce qu'au final, ça ne change pas grand-chose aux événements, mais il y avait quelque chose à faire avec ça. Enfin, tu non, vois, mais moi, le trajet des deux filles, moi, je le trouve ouais. super. Quoi. Mais, Ouais. je trouve les interprètent vraiment bien, les deux filles, et je trouve que leur trajet émotionnel, pour le coup, est vraiment bien écrit, parce que tu as l'impression que en fait, l'aîné est vraiment moteur de la rébellion au sein de la famille, et puis finalement la cadette prend quand même l'ascendant. C'est subtilement écrit, et notamment tu as parlé de l'utilisation des plans de manifestation, donc qui sont des plans pour nos auditrices, nos auditeurs. Parfois le film, donc pendant Les Graines du Figuier Sauvage, les deux filles de la famille sont souvent sur leur téléphone et reçoivent des vidéos des manifestants et des manifestantes qui sont dans la rue, ou des gens qui voient ces manifestations. Et qui sont montrés plein cadre. Qui sont montrés plein cadre, donc avec des barres noires sur le côté, puisque la majeure partie de ces vidéos sont filmées en portrait. D'ailleurs, Rassoulov, de manière, de nouveau, encore une fois, très frontale et assez plate-caisse, mais efficace pour moi, montre des images de violence policière pendant tout le long de son film, et les fameuses images de libération, de filles, de ces femmes qui dansent avec leur hijab enlevé, etc. Tout cela sont gardés pour la fin, l'ultime fin du film, qui est finalement un film assez optimiste, qui finit en tout cas sur une note d'espoir. Et donc moi je trouvais aussi que ça raconte cette histoire donc de l'utilisation des téléphones. Je trouve ça assez bien fait dans le film en fait, parce que c'est un vrai élément politique aussi, du discours politique du film de Mohammad Rassoulov, parce que les parents, eux, sont sur la télévision, cette télévision qu'on voit tout le temps dans le fond du champ, qui est comme une espèce de personnage encore dans l'appartement des parents, et cette télévision qui ment, la télévision d'État qui ment, face à la vérité qui sortirait, en tout cas une forme de vérité qui sort des téléphones des jeunes filles, et il y a ce côté de conflit générationnel qui s'incarne aussi sur cette notion-là. Et je trouve ça, moi j'avais jamais vu un tel ressort dramatique, mais je trouve ça super quand, à l'issue de cette course-poursuite dont on a parlé, donc pour nos auditrices, nos auditeurs, il y a une course-poursuite parce qu'un couple dans une station essence a reconnu le juge d'instruction qui est le père de la famille et veut quelque part le confronter. En tout cas, il y a une altercation entre les deux familles, et ce couple qui l'a reconnu le filme en disant on va vous filmer en train de nous agresser, etc. Et ensuite, les jeunes filles qui sont restées dans la voiture disent à leurs parents mais non, il n'y a pas de réseau, donc ils ne peuvent pas, ce n'est pas vrai, ils ne vous filment pas. Et donc j'ai trouvé ce ressort-là vachement intelligent en fait, vachement fin à double ressort, double tiroir. C'est ce qui permet au film de garder entre guillemets, au-delà de l'aspect très spécifique de ces mouvements de contestation iranienne, de donner une dimension universelle, ce conflit générationnel entre les parents, et ce type de violence-là. Ça peut être des vidéos de la rue en Iran, etc. Tu peux y faire plein de parallèles avec plein de mouvements sociaux qu'on a eu ces dernières années, la manière dont ces mouvements sociaux ont été réprimés dans la rue de manière extrêmement violente. Donc, et
tous les conflits générationnels qu'il peut y avoir justement dans ce rapport à aujourd'hui filmer ce type de violence, les publier, et comment une génération peut-être au-dessus est quelquefois en conflit avec ce rapport-là aux images et cette contestation de rue. Et donc là, le côté frontal me dérange pas parce qu'il participe à apporter une dimension assez universelle au film. C'est plus quand tout d'un coup le film s'engonce dans des ressorts et des clichés qui désincarne en fait toute cette force de frappe, que le film me désintéresse. Mais je suis tout à fait d'accord sur toute la mise en tension du film. Et au final, on pinaille pas, mais au final, on rouspète sur la dernière demi-heure, surtout, j'ai l'impression. Mais elle est géniale. Mais par contre, dans la première heure, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui au final est un peu abandonné, mais c'est le rapport à la copine dont je parlais, Sadaf. Il y a ce côté où le père ne peut absolument pas être vu, on ne peut pas savoir qui est. C'est pour ça qu'après il s'enfuit. On ne peut pas découvrir son identité, etc. Donc personne ne peut venir dans la maison. En même temps, il y a ce côté un peu, on a envie d'être entre copines, de s'incruster, etc. Donc tout ce qui est, le côté de cette Sadaf qui, j'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose de plus important en fait. Notamment qu'elle allait apporter peut-être justement la subversion, la transgression aux deux filles de la famille, ou la révolte qui allait allumer, l'étincelle qui allait allumer le feu, quoi. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Oui, mais une fois qu'elle s'est fait tirer dessus, après, tu vois... Elle disparaît. C'est la graine de la révolte. Ils enlèvent la chevrotine du visage de la fille. Elle jette dans l'évier, le lavabo, et il y a du sang qui reste sur le blanc immaculé du lavabo. Enfin, je veux dire, c'est quand même... paye ta métaphore, quoi, putain. Ok, merci messieurs. Je pense qu'on va s'arrêter là sur le film de Mohamed Rasoulof, que je vous encourage à aller voir, mais pas mes collègues. Voilà. Moitié. Manuelas dit barrez-vous au bout d'1h45. Et allez voir Un homme intègre. C'est l'heure de Clint Eastwood. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira. Dernière ligne droite de cette émission, nous passons donc au conseil, et c'est Manuelas qui va commencer. Je vais conseiller Révélation, pas le film de Michael Mann, mais le nouveau film de Yeon Sang-ho, qui est donc le réalisateur de Dernier train pour Busan, et qu'on avait un peu perdu de vue justement depuis Dernier train pour Busan, avec des films comme Peninsula, qui était déjà une sorte qui était la suite de Dernier train pour Busan, mais beaucoup moins inspiré, où on a l'impression qu'un peu ce cinéaste s'était un peu perdu. Il y avait ce film un petit peu intéressant, mais qui était déjà aussi en mode mineur, qui était le premier film qu'il avait fait pour la plateforme Netflix, qui était Psychogenesis, qui était une sorte de relecture de super-héros sud-coréen. Et là, il revient avec un film de serial killer qui s'appelle Révélation, et qui est un film qui t'emmène totalement hors des sentiers battus. Tu penses voir le schéma narratif dans lequel le film va t'amener autour d'un schéma extrêmement codé de films de serial killer, et d'autant plus comment les Coréens ont surexploité ce genre-là il y a une dizaine d'années. Et c'est un film qui interroge beaucoup plus la question de la foi des personnages, à la fois d'un prêtre, d'une enquêtrice, et lui-même du tueur en série, et comment en fait tous ces personnages et leur rapport à la foi, sans trop dévoiler le film, en fait, les condamne ou les conditions dans leurs agissements. Donc voilà, c'est un film assez passionnant, assez surprenant dans sa mécanique narrative, même si il n'est pas exempt de défauts et d'un certain schématisme à certains moments. Mais vraiment une belle découverte, et surtout un retour en très bonne forme de ce cinéaste, qu'on avait un peu perdu ces dernières années, quoi. Super, c'est disponible où ça ? C'est disponible sur Netflix et c'est produit par Alfonso Cuarón. Julien, ton conseil ou tes conseils? J'en ai deux parce que je suis très zélé aujourd'hui. Wow. Le premier, c'est par rapport au thème, c'est tout simplement un livre qui s'appelle Lire Lolita à Téhéran, qui est écrit par Azar Nafisi, donc écrivaine iranienne qui a d'abord tenté de lutter contre la République islamique et qui a fini par quitter le pays. C'est édité aux éditions Zulma, et c'est un peu
comme notre ami Rassoulov en littérature. C'est vraiment comment par les grands classiques de la littérature, comment par les mots, on va résister au régime et comment on va s'opposer au régime et à ses idées nauséabondes. Et il y a aussi une adaptation cinématographique qui va bientôt sortir, réalisée par Eran Riklis, avec notamment Golshifteh Farahani, que certains d'entre vous aiment beaucoup. Je ne vais pas vous parler d'adolescence dont tout le monde parle, et que Manu trouve surfait, mais bien d'une série Arte, une série qui s'appelle La Messias, qui est réalisée par Javier Ambroisi et Javier Calvo. C'est une série assez difficile à décrire, mais que j'ai beaucoup aimé et qui, voilà, c'est une histoire de fondamentalisme religieux à l'intérieur d'une famille. Donc, 7 filles qui vont être, et un garçon aussi, qui vont être mis en huis clos par les parents dont la mère croit parler à Dieu. Il y a quelque chose de très pesant et à la fois il y a quelque chose de très kitsch dans la façon de réaliser. Donc, La Messias sur Arte, foncez. Merci messieurs, eh bien je pense que nous nous retrouverons très bientôt. D'ici là il y aura le BIF, le Brussels International Festival of Fantasy Films, où il y aura notamment Christophe Gans qui sera en président de jury je crois. Et peut-être que nous vous y croiserons. Voilà, bonne séance chères auditrices, chers auditeurs, passez un bon printemps et on se retrouve le mois prochain. Merci de nous avoir écoutés, ciao ciao.